je pense que c'est pas près de finir. On aura l'occasion, je l'espère, de découvrir d'autres horizons. Donc, pour cette 8e édition, je veux d'abord souhaiter la bienvenue à ce que j'appelle le noyau dur de cette rencontre annuelle, c'est-à-dire ceux qui sont là depuis le début et que l'on voit chaque année. Je n'ai pas besoin de les nommer, de les citer, ils vont se reconnaître eux-mêmes. Ça, c'est le noyau dur de notre rencontre. À côté de ça, il y a ceux qui prennent le train en marche. Ils voient le train qui passe là, ils se disent que hop, on monte dedans. Donc, à un moment donné, ils sont les nouveaux visages. Et on a le plaisir de les retrouver aussi d'année en année. Donc, ils sont en train de retrouver ce noyau dur. Donc, à eux aussi, je souhaite la bienvenue. Ensuite, je souhaite la bienvenue aussi aux nouveaux visages que je vois aujourd'hui. Pas nouveaux visages parce que je ne connais pas, mais nouveaux visages parce qu'on les voit. Donc, à eux, j'ai envie de dire, vous avez vu le train qui passe, vous vous êtes dit, tiens, et si je montais dedans pour voir à quoi ça ressemble. Et en tout cas, je souhaite arriver, voilà, on va le retrouver à chaque fois. Et enfin, je vais terminer par, je dirais, nos invités de marque, la diaspora de la diaspora. Voilà. Chaque année, on a le plaisir de recevoir ces gens qui font les déplacements depuis le Cameroun. Ils se disent, je vais venir au congrès de la diaspora. Donc, au départ, il y en avait peut-être 2, 3, 4. Je n'ai pas compté aujourd'hui. Je pense que vous n'êtes pas loin d'une dizaine. Donc, c'est quelque chose de... Voilà. Et j'espère que les années qui vont venir derrière, vous serez encore plus nombreux. Et à ce titre, pourquoi est-ce qu'ils sont nombreux aujourd'hui? Une initiative donc, qui a été lancée, qui s'est dit, on va faire venir le boulevard dans la diaspora. Donc j'ai envie de dire un grand merci à ceux qui ont eu cette idée, ceux qui ont eu cette ambition et qui se sont donné les moyens d'accomplir l'ambition. Donc merci beaucoup à vous. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés? Un événement marquant au niveau de la diaspora qui est à noter, c'est que nous sommes de plus en plus nombreux. Ça se voit aujourd'hui. Je n'ai pas compté combien nous sommes. En tout cas, moi j'ai le sentiment à chaque fois qu'on est de plus en plus nombreux. Pas seulement parce qu'il y a des gens qui adhèrent de plus en plus à notre projet, mais simplement parce qu'on a des petits-enfants qui sont là, qui naissent chaque année et qui viennent. Mais aussi parce que la diaspora s'est étendue. On était au départ concentré sur la France et puis l'Europe. Et en l'espace d'un an, on va dire une petite dizaine de NDNCA sont partis du Cameroun pour aller s'installer à Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc ils sont au Canada aujourd'hui. Ça veut dire que la communauté canadienne est en train de grossir, de devenir importante. Et quand j'ai vu ce mouvement-là, je me suis dit que comme autant nous sommes fédérés ici, eux aussi doivent s'organiser. Donc naturellement, je me suis penché vers l'ancien du Canada, Olivier Ndassi, pour ne pas le nommer. Je lui ai dit, tu as tes petits frères, tes petites sœurs qui arrivent dans un nouvel environnement, s'il te plaît, encadre-les. Donc c'est ce qu'il a commencé à faire. Il a les contacts de tous, ils sont en contact les uns avec les autres. Et je pense qu'au mois d'avril ou de mai, il les a reçus chez lui. On avait aussi l'espoir d'en faire venir au moins un ici. Bon, qu'à cela ne tienne, je pense que la prochaine fois, ce sera possible.
Donc, attendez-vous à ce que s'ils se retrouvent parmi nous et que l'un d'eux émet la volonté de nous recevoir, on fera l'effort d'aller les retrouver. Donc voilà, alors pour ce week-end, le programme est un peu chargé. On a démarré tard, très tard, donc on va essayer de faire au plus vite. La faute à notre petite sortie de ce matin, qui était intéressante. Très intéressante. Voilà, on était une petite quarantaine, on va dire. C'était très sympa. Bon, les embouteillages ont eu raison de nous, c'est pas grave, tant pis. Donc on va essayer d'avoir un congrès comme on l'a d'habitude. On a des exposés qui vont vous être présentés. L'idée c'est de dire, voilà, on a une petite présentation et puis derrière, chacun apporte son petit grain de sel par des questions-réponses. Mais on va quand même essayer de condenser tout ça. Donc voilà, on a notre maître des cérémonies aujourd'hui, Cédric, qui a été bien volontaire pour faire plein de choses, dont je vais lui repasser la parole et bonne journée à tous. Merci. Bon, merci à vous pour votre attention. Notre prochain point, ce sera la présentation. Bon, on se retrouve ici par l'initiative d'une personne. On se retrouve là parce qu'il y a une personne. On se retrouve là parce qu'il y a une personne. On se retrouve là parce qu'il y a une personne qui a fourni cette dynastie. Celui par qui? Ah, ok. Désolé. Je suis habitué à présenter sans micro. Donc. Bon, on se retrouve ici parce qu'il y a un fondateur de la dynastie. Et on doit présenter cette dynastie. Donc, pour cela, il y a tout un. Il y a assez d'éléments à montrer aujourd'hui. Je sais pas. C'est what? Non, pas bon. C'est un PowerPoint agrandi. Ici? Non, tu es devant nous. C'est Anaïs Claire. Tout le monde voit? Remonte un peu l'écran. L'écran plutôt. Ouais. C'est arrêté. C'est débranché ou quoi? C'est bon. Là où tu étais, c'était bien. Attends. C'est bon. Non, c'est la lumière d'ici. C'est la lumière d'ici qui crée le problème. C'est le soleil d'ici. Eden. Eden, assois-toi. Le manger des enfants. Ah, beau père. Ouais. À notre époque, on finissait tous les poulets là. Un salade, ok. Bon, ici, nous avons papa, le patriarche Tefak Jean, encore appelé Diron Madnunsia, celui par qui tout a commencé. Il a eu 16 épouses. Nous allons vous présenter les 16 épouses avec leurs enfants et leurs descendants. Bon, moi j'ai 16.
Laissez pas Il a eu beaucoup de femmes. Non, il y a eu beaucoup de femmes dont vous connaissez celles. Voilà les femmes là-bas. Moi, on m'avait dit 24. On m'avait dit ça. C'est qu'on m'avait dit 24. Non, oui, comme ça, là, ma femme va accepter que j'ai autant. Parce que mon oncle avait aussi 24. Titia Fabi avait 24. Voilà. Ouais. Donc, comme il voulait imiter Titia Asia. Ça allait dépasser. Non, ça n'allait pas dépasser. Il a tenu avec ses 24. Et pas. Bon, voilà les 16 épouses qu'on a pu énumérer. Et nous allons passer à la première épouse. La première épouse qui fut Maman Féjobert, encore appelée Mambala. Elle est là, elle est là. Voilà sa descendance. Elle a eu, c'est un homme d'enfant. Bon, elle a eu 5. Son premier enfant fut Papa Domou Joseph, encore appelé Papa Joe. Nous aussi. Il est où? Nous aussi. Levez-vous, non? Voilà. Sa descendance. Bon, sa descendance. Il faut laisser une personne l'aîné présenter. Bon, qui est l'aîné, c'est maman. Toute la lignée. Les personnes, si je fais l'erreur. La grand-mère va oublier quelqu'un. Ça garde des grands-mères de fois. Ça jette un peu mieux. Donc, elle a eu 5 enfants, effectivement. Papa Joe, qu'on appelait Fauchou, qui a eu même Zaza. La descendance, Papa Joe, ceux qui sont en place, qui se lèvent, s'il vous plaît. Les enfants et les petits-enfants. Ce sera plus facile. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Avec leur généalogie, voilà maman Marie-Pauline, qui doit bien se mettre ici, qui nous reçoit aujourd'hui, hein, et qui est l'aîné de toute cette grande descendance. Si.
Miawamba. Il y a eu Manju Mege, Marthe. Il y a eu Rose Tefak, Duport. Il y a eu Méni Bertois, Marguerite. Et il y a eu Yves Tefak Omedi. Ma descendance à moi est représentée ici. Il est où? Il est dans la Guinness. Ludo. C'est l'héritage, c'est l'héritage. Et mon épouse, sa mère est là aussi. Ah, la voisine. C'est la voisine du lit. Ma voisine de lit. En ce qui concerne Papa Chepas, sa descendance est également là. Il est représenté. Non, elle est partie. Christelle est là. Hey. Elle est partie. Et ses petits-enfants sont là. Où ton frère? Il est là. César. Oui, c'est ça. Il est à Paris. César. Il a fait un tour à Paris. Man Njumege Chibo. Elle n'a pas eu d'enfant. Miawamba. C'était Miawamba. Miawamba, elle est là. Elle est là. Elle est là, personne. Miawamba est là avec sa descendance. Où ils sont où? Tu oublies. Avec sa descendance. Et cette descendance avec le beau de beau, son grand enfant. Voilà. Du format, elle a eu aussi une descendance, elle n'est pas là. Tous ses enfants sont en Zincop. Meyi Bertois, sa descendance est là. Ah oui. Bien représenté, fraîchement débarqué du Cameroun depuis quelques années. Avec le beau. La plus jeune de elle. Stéphane Yves, successeur de notre mère, elle n'est pas là. Il n'est pas là. Il était là il y a 2 ans. Il était là Il y a 2 ans. Voilà. Merci beaucoup, Papa Fumba. Nous avons Maman Dumaine de Clémentine. Sa descendance n'est pas là. Nous allons passer à la prochaine. Maman Clara. Maman Clara. Malheureusement, elle n'a pas eu d'enfant, mais elle a eu à élever Papa Zanzi. Donc, c'est important de le mentionner. Nous allons passer à la prochaine, maman. Maman Sankem Julienne. Yannick? Yannick est là. Club Guinness. Yannick, madame, viens. La moitié aussi pour le club Guinness. Ah, il est là. Ah, tu vas bien présenter. Ah, fini. Essuie ta bouche. Essuie. Où est ta moitié? Peut-être. C'est comment? Viens présenter ta femme. Ta grand-mère. C'est l'enfant. De sa descendance. Et la jolie petite. Elle est Ma moitié là, c'est bon. Je présente la grand-mère et sa descendance. Je présente ma grand-mère Manitza, qui avait 3 enfants. Le premier, l'aîné, c'est Papa Botema, père à son âme. Deuxième, maman Catherine, que vous connaissez, Catherine, qui est ma maman.
Et la dernière, maman Jacqueline, qui est au village à Bafou. Voilà, donc je représente la famille Manita avec sa descendance. Voilà. Famille aussi. C'est qui? C'est qui? Et la moitié. Ah. C'est ça, mon voisin. Merci beaucoup Yannick. C'est bien, c'est bien. La prochaine femme de papa Wambandensia, nous avons maman Mefo au Koumchan Régie. Ah, heureusement, il n'y a pas la descendance. C'est les enfants de papa Adodo, Jean de François. Ok. Je dois passer à la prochaine femme, maman d'Enfant Martine, qui fut ma grand-maman. Elle a eu 6 enfants. La première, maman Théfak Marie-Joseph. Maman Théfak Marie-Joséphine. Elle a Douala. Et ensuite fut bien ma maman Théfak Christa, qui nous a laissé le 1er avril 2020. Et son deuil a été fait l'année dernière. Et à cet endroit, je remercie la famille Wambandensia pour le support émotionnel, physique. J'ai vraiment été touché par la présence. Elle est décédée le 1er avril 2020. On a fait son deuil 3 ans après. Et tout le monde était là. Donc, mes frères et moi, mes frères se joignent à moi pour vous dire merci. Bon, Bon, les enfants de maman Priska, il y a ma grande sœur, Théfak Safari, Azangue Brice, Azangue Ludovic Mezankovic. Ouais. Et il y a moi, et il y a mon petit frère, Azangue David de Sage, qui est aussi sœur de notre père. Après, il y a maman Théfak Joseph, maman Théfak Joséphine, Meniboya, avec ses enfants, il n'y a personne ici. Après, fut papa Théfak Joseph, décédé en 2000 ou bien 2001, si je me trompe, si mes souvenirs sont bons. Et après fut maman Domo Marie-Thérèse, sœur, encore appelée sœur, qui fut aussi décédée en 2007. Et la dernière, c'est maman Théfak Colette, encore appelée maman Kappa, elle a Douala, avec ses enfants. Là, c'était les 6 enfants de ma grand-mère, maman d'Enfant Martine, encore appelée Meracia, comme toutes les autres. Ça va venir. Moi aussi. Il a lancé le caillou, non? Il a lancé le caillou, Bon, nous avons la prochaine femme de papa Wambandensia, était maman Théfak Martine. Il veut faire l'honneur à papa Montifort de présenter la descendance de maman Théfak Martine. Mais non, hein. Et c'est l'ordre de la haie respecté. Je ne sais pas, maman, moi je suis né quand. Mais c'est ça, ma sœur vient avant. Je sais, même quand j'ai vu ça, Ce sont les femmes. C'est pas grave. Je vous remercie sincèrement de cet honneur que j'ai eu cette année. Et je ne manquerai pas de dire un grand merci à la famille Wambandensia pour mon séjour, pour ne pas dire premier séjour, il faut être clair, hors de Bafou. Ça me reconforte. Voilà, je suis Bafou. Bafou, c'est le Cameroun. Je suis enfant unique de maman Théfak Martine. Et on m'appelle Dioken Jean-Marie, plus connu sous le nom de Montifort, et le plus jeune du boulevard. Bastos.
Par la grâce de Dieu, j'ai eu 7 enfants. Enfin 8. Parce que j'ai un peu suivi mon père, je suis polygame. J'ai 2 femmes. La première c'est Denise. La deuxième c'est Anne. Et avec Denise, comme je disais tantôt, j'ai eu 7. Et l'aîné, c'est Edwige. Et je profite également de l'occasion pour dire un énième merci à la grande famille Wamba-Ndingsia pour le soutien qu'on m'a apporté suite à l'accident de Edwige. Elle a fait un grave accident le 30 juillet de l'année passée. Vous êtes venus tous au secours, c'est en train d'évoluer. La deuxième, c'est Fabéliane. Elle est à Marois. Elle est au service de communication, je crois, du gouverneur de l'extrême nord. La grande. Troisième, elle s'appelle Arlette, qui est en aventure, je peux dire, à Kigali. Je ne sais pas comment elle a fait pour partir, mais elle est partie dans les bonnes conditions. Parce que je l'ai quand même accompagnée à l'aéroport. Donc elle est là-bas en aventure. Après elle, il y a Patou, Dioken, qui est comme quelqu'un que je pointe le doigt. Il a assez bavardé, mais par la gratitude, il va comprendre. Après Patou, il y a Michel, qui m'a souhaité un bon départ pour la diaspora en accouchant un garçon le vendredi où nous on le collait le doigt. Après il y a Gaël, je ne sais pas beaucoup, on appelle King Gaga. Et le dernier avec Denise, s'appelle Verlin. Il est à Douala. Avec Anne, j'ai un qui s'appelle Arthur, c'est pour ça qu'on l'appelle Arthur. Il est à Douala. Je crois que la boucle est oubliée. Bon, peut-être qu'il y a peut-être le bal perdu. Une bonne nouvelle par rapport aux habitants de Zenkop. La femme de Zanzi, il faut. Elle est partie aussi, j'ai eu l'information hier, elle est montée en Zenkop aussi. Oui. Les gens de Zenkop. Je vous remercie. Moi, je vous merci beaucoup pour le speech. Bon, on va continuer à la présentation des mamans. Nous avons maman gentille, Ndongo Tekong. Ndongo Non, il y avait il faudra corriger. Bon, on n'a pas eu d'enfant. Et on va passer à la prochaine. Qui est maman Imelé Thérèse. Donc l'enfant est maman Agnès. Si je ne me trompe pas, il n'y a personne ici. Bon, nous avons
maman Meracia de Mano Thérèse, qui fut la dernière. Et nous l'avons enterrée au mois de février. Nous avons ici la représentatrice, la dernière Meracia, on peut appeler Matricia. Merci beaucoup. Donc ma maman, c'était maman de Mano Thérèse, dit Matricia, qui est décédée en novembre. On a fait sa veillée à Charleroi en janvier le 13. Je profite de l'occasion pour remercier grandement toute la diaspora d'abord, parce qu'on a commencé par vous et vous avez frappé fort. Je vous en remercie. Nous vous remercions, ma famille et moi. Et je remercie aussi, je profite de l'occasion pour remercier aussi toute la famille d'Insa du Cameroun, parce qu'ils ont vraiment fait quelque chose de formidable. Merci pour vous tous. Ma mère a eu 2 maris. Elle s'est d'abord mariée à Mulde. Elle a eu 3 enfants. Et avec Wambandensa, elle a eu 3 enfants, dont l'aîné est Tefar Joséphine, dit Mama. Ses enfants sont en Belgique, mais n'ont pas pu venir. Le deuxième, Théophare Bertrand, tous ses enfants sont en Zenkop. Et puis moi, la dernière, qui suis là, les miens m'ont dit qu'ils devaient arriver, ils ne sont pas venus. Et heureusement que le beau des beaux m'accompagne toujours. C'est ça. C'est qui? C'est pas moi. Voilà, je vous remercie. C'est qui? C'est pas moi. Matricia, merci beaucoup pour le discours. Bon, pour clôturer la présentation, nous disons à remercier les nouveaux, mais c'est important de mettre un visage sur les nouveaux. On nomme sur les visages des nouveaux. Donc, je vais prier tous ceux qui sont nouveaux ou nouvelles de bien vouloir avancer pour qu'on puisse avoir une image claire. Mais le problème, c'est que normalement, dans un groupe, c'est tout le monde qui se présente. Comme ça, les nouveaux voient aussi les anciens. Ouais, c'est tout le monde qui se présente. Mais et si, Les anciens se connaissent déjà la nouveau groupe se présente. Les anciens se connaissent. C'est qu'on n'a jamais du tout vu. Il y a Célia. Oui, où sont les nouveaux? Il y a la dame qui est au fond. Elle est là. La dame, c'est Elle est là. Larissa et sa soeur. toi, la dame. Les 2 dames là. Oui, les 2 dames là. Les 2, Non, c'est une nouvelle, c'est viens prendre le micro. il y a qui encore? Il y a Célia. Oui. Et puis il y a un monsieur que j'ai vu entrer aussi. Oui, c'est là. Jacques, Je le connais pas. Célia. Tonton Jacques est là. Oui, il est là. Qui vient aussi. Pourquoi je t'ai appelé? Elle est à Charleroi. On va voir qui je vous représente encore. Qui? c'est celle de Lille, non? Ah, elle était à Charleroi. Ah, ça c'est. Bonsoir à tous. Je suis Nelly Wamba, née Guiméa, la fille de maman Ménibéatois, la petite sœur de mon oncle Mali. Nelly Wamba, née Guiméa. Wamba, c'est le nom de qui? C'est ton père? Je suis médecin pédiatre camerounaise et je suis actuellement en stage en France de quelques mois.
Pardon? Il y a email. Email. Ouais, Nathalie, email. T'as quel âge? Tu fais quoi? 19 ans et je suis en bachelor chef de projet événementiel. Et tu es la fille de la fille de Jacques. Donc, email. Ah. C'est la première fois. Email. Monsieur Bamou Yannick a accordé ce mot. Non mais tu es trop Moi c'est Fabrice Imélé. En fait, il paraît qu'on dit pas que Imélé, ça vient de Yémalé. C'est à Yémalé. Yémalé. Il paraît que moi, c'est comme on fait. C'est ça que mon père m'a appris. Donc, moi, je suis à Lille. Je travaille dans la sécurité. J'ai une petite boîte de sécurité à Lille. Aujourd'hui, même, je suis là exceptionnellement parce que je suis censé être en train de travailler à Amiens. C'est à peu près une centaine de kilomètres ici. Donc, Amiens. Non, mais tu passes pas nous voir. Faut passer à Amiens. Comme ça, toi, tu fais. Ouais, donc, en fait, je travaille là-bas un week-end sur deux. Tu viens de vendre, tu t'es vendu. C'est la grand-mère. Tu t'amuses, tu vas acheter le bœuf. Comme on t'a donné un petit pouvoir là, tu vois. Oui, mais toi, le tien, tu es après. Mais il s'est déjà. Mais il s'est présenté tout à l'heure, non? Les anciens qui sont les anciens sont On me souille un docteur comme ça. Non, pas le docteur, que j'ai assisté, le premier que l'assisté au Danemark. C'est une forme de censure. Quand on te voit plus pendant longtemps, là, tu vas croiser. Tu crois si tu étais pas venu chez moi, j'allais te défendre. Appelez Manoula. Non, on t'était présenté, tu t'appelles. Tu t'appelles. Un ancien devenu nouveau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me prénomme Yannick et je m'appelle Dormozan, je précise bien. Naomi Amamba, pour ceux qui me connaissent pas. Et je vis en Île-de-France, dans les Yvelines, pas très loin de Versailles. Je suis le voisin de maman Marie-Pauline, on est à 15 minutes de distance, en fait, en voiture. Quand il y a les embouteillages ou bien quand la route est libre? Quand il y a les embouteillages, c'est 17 minutes, sans embouteillage, c'est 13 minutes. Depuis quand on donne la distance en heure? Ça, c'est quoi ça? La distance doit être en kilomètres, point barre. C'est bon. Appelez-moi ici. Manou. Ah, donc il s'appelle Manou. Donnez-lui deux micros. Donnez-lui deux micros.
Présente-toi, Voilà, non. Je m'appelle Keisha Kessono, j'ai 4 ans et demi. Je suis dans moyenne section. Et comment s'appelle ta maîtresse? Cécile. Et ton papa? C'est pas Manu. Très bien. Bravo. Bravo. Tu voulais encore dire quelque chose? Accompagner mamie au ciel. Et il y a Kémia aussi qui est là. Ta petite soeur. Voilà. Bravo. Ça c'est bien ça. Quelle sensibilité. Bonjour à tous. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Manu. Manu. Pour ceux qui me connaissent, c'est Manuelito. Je crois que ça c'est Maman Kachi. Donc je suis l'enfant de feu Maman Annie. Et Sono Joseph. Donc aujourd'hui je suis avec Muriel, qui est la maman de Keisha. Et Kimia, qui est la petite sœur. Ah là voilà. Non, Eden aussi qui est là. Faut pas oublier ça. Donc voilà, on vit en Eden, c'est juste à côté. Une demi-heure à peu près. Oui. Attends, j'ai presque une demi-heure. Et on est très heureux d'être là. Voilà. On espère te revoir très prochainement. Oui. Je fais partie du clan Voilà, on a oublié Eden. Toi ici, tu veux dire quoi? Tu dis bonjour, Eden. Voilà. Chacun pour lui. On a dit aussi Madame Pélé Larissa. Elle est de passage, mais elle peut se présenter aussi. Elle doit. La plus jeune de elle. Madame Pélé. La riche. La riche. Bonsoir. Je suis Larissa Guiméa, épouse Pélé. Deuxième fille de maman Méni Guiméa, dont la petite sœur de Docta. Voilà, Méni Bertois. Et je suis de passage en France. Je suis contente d'être parmi vous. Je suis la riche. Je suis contente d'assister au congrès de la diaspora. J'espère que je viendrai tous les ans. Si je t'occupe bien de lui. Présente ton voisin, non? Si c'est présenté tout à l'heure. Je n'étais pas là. Chers frères et sœurs, nous avons plusieurs rubriques et nous allons passer à la prochaine rubrique. La prochaine rubrique sont les exposés. Nous avons quelques-unes. Quelques-uns. Ah non, il y a encore une nouvelle ici. C'est une nouvelle. Oh, excuse-moi. Désolé. Bonsoir. Moi, c'est Astrid Kenfak, née Kenfak. Donc, c'est Kenfak. Attends, c'est quoi la fille de Wamba par hasard? Voilà. Wamba aussi, hein? Oui, Wamba Kenfak, oui. Je suis la femme de Armand René Kenfak.
et la maman de Zoé. Oui, très proche. Chers frères et sœurs, j'ai eu une information supplémentaire. Il se pourrait, parmi nous, il y a une mamie qui va rentrer au Cameroun, qui sera maintenant avec nous à la diaspora. Et c'est important que cette mamie se présente. C'est de ça qu'il s'agit. Hey, elle se Bonsoir la famille. Comment il peut dire qu'une mamie qui ne doit plus rentrer au Cameroun? Les mamies sont où? Les mamies doivent rester où? Donc si elle est là, elle doit toujours rentrer au Cameroun. Comment une mamie ne doit pas rentrer au Cameroun? Oui, mais je vais toujours rentrer. Comme nous tous. Bon, moi c'est Mania de Marie, épouse Tchangé. Mais je n'ai pas fini. Est-ce que quand on va mettre épouse, on va dire du Wamba là-bas partout là où on fait? Nous aussi. Oui. Épouse Tchangé. Donc si je suis mamie, ça veut dire que il y a un papier. Il y a un Wamba. Et mamie Morancia. Donc, comme papy en Suisse, moi aussi je suis avec vous. Merci. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, Morancia première. Comme annoncé, nous avons les exposés. Et le premier exposé va être celui de M. Aman Kenfak. C'est à moi. Tu es prêt? Bien, bonjour à tous. Bonjour. Donc, mon exposé va pas être très très long. C'est juste un retour d'expérience sur mon projet d'élevage de poulets que j'ai entrepris il y a 3 ans avec des amis. Donc, on a commencé le projet en 2021. Au départ. J'avais fait un exposé dessus justement il y a 2 ans, en 2022. Donc, on commençait l'entrée au milieu du projet. Donc, on a arrêté le projet l'an dernier pour 2 raisons principales. La première, c'était Enéo, on va tout mettre sur Enéo. L'échec est dû à Enéo. Donc la première raison pour laquelle on a arrêté le projet, c'était les difficultés pour écouler les poulets. C'était vraiment la grosse difficulté à laquelle on a été confronté. Parce que chaque fois qu'on allait démarcher des revendeurs, tout ça, ils nous disaient qu'ils avaient déjà un réseau de distribution, ils essayaient de tirer les prix au plus bas possible. Et donc, très souvent, on refusait dans un premier temps. Et lorsque les poulets atteignaient 35 jours déjà, on était obligé de les vendre en fait pour ne pas vendre à peine. Donc très souvent on vendait à un prix plus bas que ce qu'on avait prévu et ce qui baissait beaucoup nos marges. Donc ça c'est la première difficulté à laquelle on s'est confronté. La deuxième difficulté c'est également la logistique. C'est-à-dire qu'il fallait sortir les poulets de là où on était pour aller les présenter sur les marchés. Et c'est très compliqué sans véhicule. Donc mon frère qui s'en occupait au Cameroun devait tout le temps le tricycle lui-même, aller sur les marchés, essayer de trouver une place et essayer de vendre les poulets. Donc ce qui était très difficile. La troisième difficulté, c'était lié à son emploi du temps personnel. Parce que la personne qui s'en occupait, c'est mon cousin, qui était dans le projet avec nous, qui est enseignant. Il enseignait à Poma, il habitait il habitait à Douala, mais il habitait loin en fait, parce que voilà, la ferme était à Niala, et il habitait derrière le pont du nom du quartier. Donc les distances étaient vraiment très très longues pour lui, entre aller à Poma donner cours en semaine, rentrer chez lui, aller à la ferme suivre le projet. Donc très souvent il passait les nuits pour pouvoir s'assurer que le monsieur qu'on avait laissé là-bas ne vendait pas nos éléments, qui s'occupait bien de la ferme. Donc les 3 difficultés combinées ont fait qu'en fin d'année dernière on a arrêté le projet. Donc les leçons qu'on a tirées de ça, c'est surtout qu'il faut il faut être proche de la ferme idéalement.
Non, je vais d'abord faire un inversement. Les bons côtés qu'on avait, c'est la localisation dans laquelle on était. Parce qu'on était dans un emplacement, c'était dans un camp de l'armée. Donc on avait quand même l'avantage de la sécurité. On n'avait jamais fait face à des problèmes de vol, d'agression, des choses comme ça. Pour l'eau aussi, on avait quand même de l'eau puisqu'ils avaient un puits aménagé auprès duquel on pouvait tirer de l'eau. Donc je dirais les leçons à tirer, c'est trouver un bon emplacement où on pourra avoir nos produits à l'abri et on pourra avoir de la sécurité parce qu'il y a beaucoup de problèmes de vol ou d'agression dans l'élevage. Donc ça c'était l'un des bons points, c'était le principal d'ailleurs. La deuxième leçon dont je dis c'est l'emplacement, c'est la disponibilité de la personne. Il faut vraiment une personne qui est disponible. Mon cousin qui s'en occupait le faisait vraiment bien, mais c'est assez difficile pour lui de pouvoir joindre les deux bouts tout le temps. Et je dirais l'élément le plus important, si on veut se lancer dans un projet comme ça, c'est surtout travailler les canaux de distribution. Parce qu'au final, c'est ça qui est le plus important. Le process en lui-même de l'élevage, au bout de 2 tours, il est assez simple à maîtriser. En termes de perte, on était à moins de 5% de perte d'animaux, donc c'était bien. Mais le but du jeu, c'est vraiment les canaux de distribution qu'il faut vraiment bien travailler en amont et bien entretenir. Et j'avais un dernier point qui m'échappe. Non, un autre point aussi qui est bien, c'est que finalement, on est quand même rentré dans nos frais. Parce que on suivait de loin, on n'a pas fait de bénéfices incroyables, mais on n'a pas perdu. C'est-à-dire qu'on a récupéré tout ce qu'on avait investi en termes d'argent de matériel qu'on avait acheté. Donc c'est ça qui est quand même bien complet, c'est qu'une fois que tu le vends très vite, tu peux retourner dans tes frais si on a bien fait l'élevage des animaux. Donc à la fin, voilà, on a arrêté le projet, chacun est rentré dans ses frais, et puis bon, c'est dit, on verra à l'avenir si on se remotive pour tenter l'aventure. Donc si vous voulez vous lancer, ben, n'hésitez pas, il y a pas mal de personnes parmi nous en tout cas qui sont dans beaucoup de projets, qui pourront, je pense, aider à différents niveaux. Mais voilà, moi j'ai beaucoup apprécié en tout cas, c'est une belle aventure, même si on n'a pas gagné des sommes folles, ça permet quand même d'avoir une certaine expérience et pour l'avenir, mieux se préparer, savoir quels sont les pièges et les atouts sur lesquels on peut s'appuyer pour mener à bien ce type de projet. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions? Bon, moi la première question que je veux poser c'est, tu nous dis que tu es rentré dans tes frais. Ce qui veut dire que si tu rentres dans tes frais sur un projet en si peu de temps, cela veut dire que ton projet il est viable. Donc, pour moi, tu as manqué de courage pour poursuivre. On peut dire ça comme ça. Ouais. En fait, tu te dis, bah, je rentre dans mes frais, j'arrête là, je ne prends pas plus de risques que ça, je ne cherche pas à repousser un peu, à aller challenger les canaux de distribution. C'est dommage. La question c'est quoi? Non, c'est la remarque. C'est ma remarque. C'est une remarque. Non, c'est vrai, hein, c'est vrai ce qu'il dit. Bon, c'est vrai, quand on tombe, on se relève. Non, celui qui veut parler demande la parole. Merci. J'avais demandé la parole. Pour contrebalancer ce que vient de dire Guy, je dis que moi, il a déjà eu du courage de lancer son activité. Parce que, effectivement, on peut le critiquer, mais bon, combien parmi nous ont essayé de lancer quelque chose? Donc, maintenant, moi, j'ai une question, Armand. J'ai une question, monsieur Kempa. Tu as dit que parmi les difficultés que tu as eues, c'était la distribution de ta production. Et donc, toi, tu es à un bout de la chaîne, et mon épouse, qui est là, elle était à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire qu'elle était en fait consommatrice. Et je me souviens que parmi les difficultés qu'elle évoquait, c'était de trouver du poulet au marché. Donc, je n'arrive pas à comprendre comment, d'un côté, toi, tu n'arrives pas à écouler ta marchandise, et elle, de son côté, quand elle va au marché, elle n'arrive pas à trouver la quantité nécessaire pour qu'elle puisse travailler, en fait. Et je me souviens que parfois, elle se battait dans le marché pour pouvoir fournir. C'est justement l'un des paradoxes. C'est-à-dire, il y a deux niches. La première, c'est que celui qui est fermier n'a pas de place au marché. Donc, soit il est en contact direct avec les clients finaux, c'est-à-dire restaurateurs, etc., qui vont venir dans sa ferme chercher les poulets, soit il est en contact avec les revendeurs.
Les revendeurs qu'on a démarchés, alors je donne le retour d'expérience de mon cousin qui s'en occupait, c'est que la plupart lui disaient qu'ils avaient déjà des fournisseurs. Alors, peut-être c'est une technique pour tirer les prix vers le bas. Parce qu'en fin de course, c'est toujours eux qui revenaient chercher les poulets à la ferme. Il y a des prix bien plus bas que ce qu'on souhaitait au départ. Mais c'est que lorsqu'on les démarche dans un premier abord pour avoir un partenariat, c'est-à-dire qu'on vous livre tous les 2 mois par exemple des poulets, ils nous disent déjà qu'ils ont des fournisseurs qu'ils n'en ont pas besoin. Donc, je ne sais pas si c'est une stratégie sur le marché pour tirer les prix vers le bas, certainement c'est le cas. Mais on savait qu'il y a le besoin de poulets. La question c'est où trouver le besoin, justement, et comment le toucher le mieux. Et oui, alors peut-être rajouter un des éléments qui a aussi fait défaut. Je pense aussi l'implication, parce qu'on était 5 à faire le projet, et c'est surtout celui qui était au Cameroun qui s'en occupait vraiment le plus. Et nous autres qui étions ici, bon, enfin, mis à part vraiment à financer le projet, on ne s'impliquait pas plus que ça pour essayer de travailler nos réseaux aussi. Et je pense que si effectivement, peut-être si on travaille plus nos réseaux, même moi au sein de la famille, peut-être qu'effectivement le projet aurait perdu plus longtemps et qu'on aurait eu des meilleurs retours aussi. Donc, pour compléter un peu sur ce que vous avez dit, c'est pas qu'il a manqué de courage, mais c'est que le plus difficile, c'est de trouver le bon moment pour vendre. Donc, si on prend tout en bloc, il n'y avait personne pour suivre le projet de près. Donc, il ne fallait pas attendre que ça chute trop avant de vendre. Donc, il a vendu au bon moment où il ne perdait rien. C'était un budget qui me faisait, c'était un élément de... C'était une remarque. Voilà, c'était une remarque. Mais, félicitations. Quand même. Je pense qu'il aurait dû revoir le projet en prolongeant le projet. C'est-à-dire, revoir comment faire conserver ces poulets et les revendre autrement que d'attendre les distributeurs qui doivent venir. Donc, oui, transformer, bien sûr. Il y a un supermarché. Oui. Quand il y en a plein de... Donc, c'était un projet à prolonger et non à arrêter. Même à arrêter. Mais alors, voilà, je vais peut-être rajouter 2 choses. C'est que mon cousin qui s'en occupait partait en Zimbabwe aussi. Donc, l'un dans l'autre, ça n'était pas ce que ça. Et la deuxième chose, c'est qu'au départ, on avait pensé à la transformation. Mais c'est une logistique beaucoup plus complexe. Parce qu'il faut des gens qui vont tuer les poulets, la personne qui est là pour s'en occuper, mais en fait, il faut les conserver. Il faut gérer les hauts pour être aussi qui vont jamais être en mauvais coup. Donc, c'est quand même des coûts en plus qu'il faut être aussi de pouvoir répercuter par la suite. Et surtout trouver, finalement, une fois qu'on les a tués, trouver ensuite, il faut les stocker et il faut trouver un peu de distribution. Donc, effectivement, l'idéal, c'est d'avoir la chaîne complète, les nettoyer, les tuer, éventuellement avoir une rôtisserie. Mais ça demande plus de moyens et surtout plus d'organisation de logistique. Y a-t-il encore des questions? Je vais parler. Bon, merci monsieur Armand Grimpat. En tout cas, merci Armand. Merci. Tu nous as présenté ton projet à l'initiation. Tu nous les présentes maintenant à la conclusion. C'est plutôt rare qu'on voit du début à la fin un projet comme ça. Mais encore une fois, bravo de t'être lancé là-dedans. Tu as un retour d'expérience. Tu pourras te relancer si tu veux. On va te suivre en comptant sur votre soutien d'effectifs. Tu pourras repartir. Et après, si tu veux vendre des parts, pour faire quelque chose de plus gros, tu peux faire appel à la famille. Je n'hésiterai pas. Pour la capitalisation. Merci. Merci Armand. Merci à vous. Ah, il y a qui veut parler. C'est tout par rapport à ton thème. Je me comprends de ne pas prendre la parole. En tant qu'agronome, je remercie déjà Armand pour l'expérience. Moi, je reconnais 3 mots clés sur ce qu'il a dit. Le marché. Pour moi, c'est le premier mot clé. La confiance. Et le troisième, je vais me redonner je peux peut-être revenir sur le marché, qui pour moi traduit quelque chose de beaucoup plus large en fait. Le problème au Cameroun, ce n'est pas la production.
C'est un vrai problème qu'on a. Tout le monde a ce paradigme de il faut produire. Mais le véritable problème, c'est pas la production. Le problème, c'est que on a une filière avec des acteurs, sauf qu'au Cameroun, il y a certains acteurs qui manquent. Et typiquement, dans le cas d'Abango, l'acteur qui manque, c'est la conservation. Alors, le producteur, lui, dans sa tête, c'est je produis, surtout pour les poulets. Tu fais ton planning, tu sais que tu dois faire 3 bandes par an. Donc, tu sais que tu as 45 jours, après tu as 10 jours de vie sanitaire, après tu reprends. Tu t'arrêtes là. Mais quand tu as 45 jours et tu dois vider le poulailler, 1000 poulets, ça ne se vend pas comme ça. Pour le producteur, il faut vider 1000 poulets, parce que chaque jour, c'est des pertes. La commerçante, elle a sa façon de penser à elle. Elle sait comment elle peut vendre ses 10-20 poulets par jour. Ça veut dire qu'il y a un acteur qui manque. Celui-là qui doit permettre à Amande de libérer ses poulets et d'approvisionner au fur et à mesure la dame. Et cet acteur, chez nous, typiquement, c'est les chambres froides, en fait. C'est juste les chambres froides. Bon, et on va dire Eléo. Mais je pense qu'on peut le penser différemment. On peut contourner Eléo en faisant du poulet fumé ou de poulet. Ça permet que ceux qui, au bout de la chaîne, qui ont besoin de poulet, on change juste des habitudes de consommation, ça ne dérange pas. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire à Amande. Et bravo, parce que moi j'ai vécu la même expérience et c'est les mêmes conclusions. La difficulté, c'est vraiment pas d'arriver à produire. Bon, tu as retrouvé ton argent. Ah, moi, c'était très grave. Lui, il a eu beaucoup de chance. Moi, j'ai pas retrouvé. Ah, c'était pas mon argent, parce que moi, je gérais j'étais consultant, moi, je gérais les exportations des élites. Et l'élite m'avait dit fais-moi les poulets. En général, c'est comme ça qu'ils disent. J'ai besoin, fais-moi les poulets. DG, d'accord. J'ai dit par contre, je ne vends pas. Il dit non, j'ai mes réunions et tout, je te dis, je veux vendre ça c'est rien. Je dis d'accord. On a lancé une ville, comme lui. À partir de 30, je lui ai dit, déjà on a eu des soucis d'approvisionnement en plus, parce que la prix n'a pas souligné. Ça c'est un gros souci. On dit, va SPC, à SPC on te dit, on peut te donner que 500, va là, on te dit, on peut te donner que 300. Voilà, premier problème. Bon, on arrive, parce que je suis dans le réseau, à trouver les 1000, on met. C'était un décliné qui, la base. À partir de 30 jours, je commence à dire au DG, j'ai calculé, j'ai mis une marge de 5 jours. Et dites-vous que les poulets, à partir de 40 jours, là, ils mangent, en fait, tu es en train de perdre, hein, parce qu'ils mangent pour rien. En gros, ils mangent pour rien. Et ils mangent minimum 4-5 sacs. Et le sac, c'est dans les 20 000. Je sais plus quoi, avec l'inflation, tu es dans les 22 000 de perte. Et c'est ton bénéfice. 40 jours. L'affaire là, ça va pas nous laisser. Il dit, vraiment, moi, avec mon statut, tu vois, je ne peux pas aller. Vas-y, lance-toi. Il dit, je ne suis pas commerçant. C'était pas ça le contrat. Je vais avocat date. Pareil. Je commence à marcher. C'est là que je me rends compte que c'est un système beaucoup plus complexe. C'est un autre métier de vendre. C'est totalement notre métier. Il est impossible pour une baille en cela d'avoir plus de 100 poulets. C'est pas possible parce que ça consomme. Donc elle sait que ça provisionne 50 poulets, elle va vendre 20 ou 30 et au fur et à mesure. Donc elle ne comprend pas et moi j'ai la pression, moi je vais vider 1000 poulets. Plus je perds le temps puisque quand tu fais ton business plan, tu sais que c'est 3 bandes. Un jour de plus, tu as déjà perdu une bande en fait. Hein. Donc tu ne rentres plus dans tes frais. Donc après ça, de bouche à oreille, on me trouve un monsieur, il me dit, je prends tes poulets. Je paye le camion parce que je suis à 150 km de Yaoundé. Je paye le camion, donc je suis à perte. Il part chercher les poulets. Il arrive, il me dit, je ne peux pas prendre 1000 là, je vais d'abord prendre 300. Donc il prend 300, il part avant, il fait une semaine, il revient prendre encore, il trie. Donc une banque qui devait se livrer en 2 jours, j'ai pris pratiquement un mois. Et les poulets mangeaient. Bon, quand le peu d'argent qu'il a, je suis venu lui donner, j'ai dit, c'est pas de ma faute, je vous avais dit que je ne vends pas. Je ne vends pas. Donc pour moi, c'était à peine. Bon, heureusement, c'était pas mon argent. Donc voilà. Donc grâce à ça aussi, j'ai bien appris de cette expérience. Et moi, je dirais que je pense que le poulet, c'est un bon projet. Mais le véritable problème actuellement, c'est cet acteur intermédiaire. Voilà. Merci beaucoup, Yannick. Bon, nous allons passer au prochain exposé avant de faire un break.
Bon, la prochaine rubrique va être présentée par notre sœur, notre maman, Nathalie Imélé. Email. Je suis pas fou. Bon. Madame Email. Bonsoir à tout le monde. Donc, je vais faire comme Armand, je vais faire un retour d'expérience sur la présentation que j'avais faite à Bruxelles. Je pense que la plupart doivent le savoir. J'avais créé une chaîne YouTube il y a 3 ou 4 ans de ça parce que j'avais été diagnostiquée du diabète et j'avais fait le choix de me traiter, de me soigner sans prendre des médicaments. Et donc ça nécessite adopter une hygiène de vie. Notamment, il fallait que je perde du poids que j'ai perdu à l'époque et bon, j'en ai repris un petit peu. Bon, il y a un contexte à tout ça. Donc j'ai créé une chaîne YouTube donc, pour faire la promotion de ça, l'hygiène de vie au niveau de l'alimentation et de l'activité physique. Et à l'époque, je disais que j'envisageais faire une formation en diététique, faire un BTS. Je parlerai de ça. Je me suis lancée dans le BTS. En fait, j'ai déposé un dossier parce que je voulais être financée pour pouvoir faire le BTS, arrêter de travailler et pouvoir percevoir mon salaire en faisant le BTS. Bon, ça n'a pas été le cas, je n'ai pas obtenu le financement, mais je me suis quand même inscrite pour faire le BTS à distance. Le BTS, c'est 2 ans. J'ai tenu une année, dont l'année dernière, toute l'année dernière, et du coup, j'ai arrêté de faire les vidéos parce que ça prenait beaucoup de temps. Mon activité physique et également mon hygiène de vie a pris un coup parce que travailler à plein temps et faire un BTS que certains font également à plein temps, c'était très très compliqué, mais je l'ai quand même fait. Enfin, j'ai fait la première année et la deuxième année, j'ai pas pu continuer parce que le BTS a eu de l'impact sur moi. Déjà, ma reprise de poids, le fameux diabète que j'arrivais à gérer naturellement parce que j'avais une hygiène de vie est repartie à la hausse. Et là, il fallait que je fasse un choix. Donc, du coup, j'ai arrêté. J'ai arrêté le BTS et je me suis recentrée. Donc, à la rentrée en septembre, je me suis recentrée sur moi-même. Et là, vraiment, on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. J'ai pu tout renormaliser, en fait, simplement en reprenant une hygiène de vie, dont faire de l'activité physique, faire du sport, manger normalement, manger équilibré. Et à l'époque, je disais que j'allais faire un marathon, un semi-marathon. Je n'ai pas fait un semi-marathon parce que je pense que j'avais les yeux plus gros que le ventre. Mais il y avait une autre course, c'était une course de 8 km à laquelle je me suis inscrite. Il y a 2 ans de ça, je me suis inscrite à cette course. J'ai fait les 8 km en 1 heure. C'est pas un chrono, enfin, c'est bien comme du papier. Et j'ai réédité ça l'année dernière, donc en fait c'est une course qui se passe tous les années, chaque année dans ma ville. Donc je suis devenue une habituée et c'est vraiment une fierté de me dire que j'arrive à courir. C'est quelque chose que je n'imaginais pas. Et par rapport à la course, vraiment, j'aimerais exhorter les gens, même à l'activité physique en général, parce que ceux qui ont grandi avec moi, qui me connaissent, savent que c'est pas l'activité sur laquelle on m'attendait du tout. Mais je me suis trouvé une passion
Enfin, peut-être que j'exagère. Mais vraiment un plaisir parce que ça te déstresse, ça te permet de t'évader. Et puis ça te fait du bien même vraiment dans ton corps, dans ta chair, tu te sens mieux. Donc, et je me suis mise à la course, j'aime toujours raconter cette anecdote parce que ça peut inspirer certaines personnes. J'ai commencé par la marche. Quand j'ai vraiment commencé mon parcours, je marchais tous les jours 1 heure. Et un jour en hiver, je suis sortie, il faisait froid. Donc j'avais froid aux pieds, froid aux mains et je me suis dit, mais bon, il faut que je cours un peu. Et puis je marche, et comme ça je vais alterner, je vais pouvoir faire ma marche de la journée sans être gelée. Mais j'ai commencé à courir et je ne me suis plus arrêtée. Et c'est là, j'ai couru pendant 30 minutes, le circuit que je fais généralement en 1 heure, je l'ai fait en 30 minutes. Et je me suis rendu compte que je pouvais courir. Pour moi, c'était une révélation. Pour certaines personnes, ça a l'air anodin. Mais pour moi, c'était une révélation. Et de là, je me suis dit, ah, si je peux le faire, je vais continuer à le faire. Donc, je le fais toujours, toutes les semaines. Normalement, je devais courir aujourd'hui, c'est samedi. Mais j'ai anticipé, j'ai couru hier, avant de venir pour me dire que j'ai coché ma case. Les vidéos YouTube, j'avais arrêté justement pendant 1 an. Et j'ai repris là. J'ai sorti une vidéo la semaine dernière. Et là, je vais continuer à en sortir une toutes les semaines. Et j'espère que tous les Wamba... Ça donne les 3 conseils. Les 3 conseils, s'abonner. Voilà. Liker. S'abonner. Donc, tous les Wamba doivent s'abonner. Vraiment. On dit que le cordonnier mal chaussé, moi, il serait pas mal chaussé. Tous les Wamba. C'est ça. Celui qui s'abonne pas, tu donnes son nom. Oui. Je vais vérifier. Donc, mon engagement, désormais, c'est de me dire que j'aimerais déjà me motiver parce que cette chaîne-là, en fait, je l'ai créée parce que j'avais une problématique qu'il fallait absolument résoudre. Et ça fait des années que j'essaye, je n'y arrivais pas. Je me suis dit, si je m'expose devant les gens, j'aurais honte d'avoir honte. Donc, je ne veux pas avoir honte, il faut que j'aille au bout. Et ça m'a aidé dans ce sens-là. Et c'est aussi une façon pour moi d'inspirer d'autres personnes, d'inspirer des gens dans la famille, parce que la problématique du diabète, on va pas... de l'hypertension, en fait, de toutes ces maladies liées au métabolisme sont légion dans la famille. Et je me dis, je peux apporter ma petite contribution en montrant aux gens ce que moi je fais et en les encourageant, en les inspirant à faire de même. Donc je me suis engagée à faire une vidéo toutes les semaines pour donner des astuces, encourager les gens, montrer ce que je fais pour les inciter également à faire de même. Voilà mon retour. Merci, merci, merci. Oui, il y a des questions. Oui, moi, je voulais juste savoir si, avec le sport, tu arrivais à contrôler ta glycémie à long terme. Oui, oui, effectivement. Avec le sport, déjà, immédiatement, il y a 3 ans, quand j'ai été diagnostiquée, ça a été mon choix, parce que je savais qu'il y a des gens qui arrivent à gérer leur glycémie naturellement. Donc j'ai décidé de ne pas être médiquée. Ça ne veut pas dire que je ne vais jamais prendre les médicaments, mais si je peux repousser ça le plus loin possible, tant mieux. Donc j'ai réussi à avoir une glycémie normale. Je dirais, je suis à 6,1. Enfin, ceux qui savent à peu près ce que c'est en hémoglobine glyquée, je suis presque normale. Mais je n'ai pas pris de médicaments. Et là, j'ai revérifié ça, parce que pendant 1 an, j'ai eu une hygiène de vie approximative. Je suis repartie, j'étais presque à 7, je suis remontée jusqu'à presque 7. Et je me suis reprise en main, dès que je me suis reprise en main, je vais dire en décembre, pratiquement là on est en avril, j'avais de nouveau 6,1. Donc vraiment, j'ai pu maîtriser ma glycémie et même l'hypertension, parce que quand j'ai repris, en fait, le corps, quand on le soumet à un stress vraiment énorme,
ce n'est pas seulement la maladie que tu avais de base, mais il y a d'autres choses qui s'ajoutent aussi avec l'âge. J'avais de l'hypertension qui commençait à s'installer. Et même ça, j'ai pu normaliser ma tension juste en faisant attention à ce que je mange et en faisant régulièrement de l'activité physique. Et je me dis, en fait, moi, ce qui me réconforte, c'est qu'on n'a pas besoin d'être drastique dans ce qu'on fait, parce que des fois, les gens caricaturent ça, tu dois manger une salade, tu dois boire de l'eau, tu ne dois plus... Non, on a droit à des plaisirs, mais il faut que ce soit raisonnable, que ce soit contenu, en fait. Et que la majorité du temps, voilà, quand on essaie de manger équilibré, qu'on essaie de bouger, voilà. D'autres questions? Bon, moi, je n'ai pas de questions par rapport à ça, mais je veux aussi partager sur mon expérience. Parce que je vois souvent ces vidéos qu'elle poste. Parfois j'aime, je mets le like. Moi, personnellement... Parfois pas. Parfois, tu n'aimes pas. Je suis dans cette posture. Personnellement, j'ai été à 6,8. On m'a prescrit le metformin. J'ai bu et on m'a demandé d'être à 5,7 à base normale. Mais je ne comprends pas comment toi tu es à 6,1. Et moi, on me demande de descendre jusqu'à 5,7 avant d'arrêter les comprimés. Ça dépend d'où tu viens. Il vient de... Mais c'est ça. Oui, ça vient de comment? Ça dépend aussi de... Tu peux mettre bon, j'ai arrivé à 5,7, j'ai arrêté les metformin pour le moment. J'ai une question, j'ai une question. Que les non-diabétiques se prononcent. Oui, justement, je voulais interpeller, on a un médecin, par rapport à la remarque de Cédric, est-ce qu'on peut effectivement se passer du, comment tu appelles, du metformine là, en question? Bon, Nathalie, on peut dire peut-être est-ce que c'est une exception? Est-ce que c'est une exception ou est-ce qu'un diabétique, nous savons que nous en avons beaucoup dans la famille, est-ce qu'un diabétique qui est déjà détecté diabétique peut effectivement se passer du metformine? Docteur. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai eu à faire la médecine adulte, mais le même principe est appliqué chez les enfants. À la découverte du diabète, ça dépend de l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée, en fait, c'est l'hémoglobine qui permet d'avoir une idée de ta glycémie moyenne des 3 derniers mois. Donc, c'est ça qui est HbA1. Oui, c'est ça. Donc, quand on fait la découverte de diabète, normalement, l'hémoglobine glyquée doit être inférieur à 6,5%. 6,5%. Si tu as un taux élevé, maintenant il y a des nouvelles recommandations qui vont jusqu'à 5,7. Je crois que les anglo-saxons sont descendus un peu plus bas. Peut-être c'était le cas. Quand on fait la découverte de diabète, on essaie de regarder s'il y a d'autres maladies des vaisseaux associés ou pas. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'autres complications. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on te met d'abord sous régime. Maintenant, il y a les nouvelles recommandations qui disent qu'on commence d'emblée. Donc, c'est, comment dire, ça varie un peu. C'est un peu variable, ça dépend de l'âge, ça dépend des autres facteurs qui sont associés. Mais pour Tata Nathalie, ça m'étonne quand même qu'on n'ait pas prescrit d'emblée le médicament. Parce que les nouvelles, voilà, elle n'a pas voulu prendre, oui, parce que normalement, voilà. Normalement, quand on découvre, pour les anglo-saxons, on découvre, on peut essayer d'abord le régime. On évalue l'hémoglobine glyquée, ils ont des objectifs bien précis. Quand tu atteins, on continue le régime, c'est-à-dire le sport, l'alimentation équilibrée, tu poursuis ça et il y a des suivis. Avec toujours l'objectif d'avoir un taux d'hémoglobine glyquée qui est acceptable pour cette phase-là. Maintenant, au fur et à mesure qu'on suit, si ton hémoglobine glyquée augmente, ça veut dire que soit tu n'as pas suivi le régime, soit il y a d'autres maladies qui se sont rajoutées et qui ont donc qui ont augmenté le taux d'hémoglobine glyquée. Dans ce cas, certains maintenant introduisent le médicament. Maintenant, comme je dis, les anglo-saxons ont des pratiques différentes des Européens. Eux, ils introduisent les médicaments un peu plus tôt. Un peu plus tôt, parce que de plus en plus, on a constaté que même les jeunes, c'est-à-dire moins de 40 ans, à l'époque on disait que c'est à partir de 40 ans qu'on découvre, enfin,
qu'à partir de 40 ans, tu as les facteurs de risque d'avoir le diabète. Voilà, mais de plus en plus, on a constaté que justement, maintenant, même les moins de 40 ans, de plus en plus développent le diabète. C'est pour ça que les recommandations aussi de mise sous traitement, les objectifs sont un peu plus revenus plus bas. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Donc, ça dépend de beaucoup de facteurs. C'est juste par rapport à la metformine. Parce que l'objectif en soi, c'est pas de refuser de prendre la metformine. Ce qui est important, c'est le suivi. Dès lors que tu fais ta prise de sang trimestrielle et que tu as une bonne vision de l'évolution de ta glycémie, par ton hémoglobine glyquée, tu peux savoir si tu as des pics glycémiques ou pas. À partir de là, tu peux faire ce choix-là. Mais si tu pars d'entrée de jeu sur le principe « je ne veux pas de la metformine », ça peut être la pire des solutions. Moi, je suis diabétique depuis 7-8 ans. Je prends la metformine, ça va très bien, mon diabète est équilibré. Donc, mon objectif, c'est pas forcément de dire « je vais arrêter ». Je suis d'accord avec ce que tonton a dit. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que le traitement, c'est vrai, l'objectif, c'est l'hémoglobine glyquée parce qu'on se dit, bon, avec cette hémoglobine glyquée, on est sûr que les organes qui sont le plus souvent attaqués par, vulnérables, suite au diabète, pourraient être, gérés. Donc, si ton hémoglobine reste normale, mais que le médecin a jugé que tu dois être sous traitement, il faut prendre le traitement parce que le traitement, c'est aussi pour anticiper sur les complications du diabète. C'est-à-dire les complications oculaires, cérébrales, cardiaques, rénales surtout, parce que là-bas, parfois, les symptômes sont souvent frustants. Tu n'as aucun symptôme, mais quand on fait peut-être les examens des urines et le bilan rénal, on se rend compte que tu es en train que les chiffres sont en train de monter. Donc, Docteur, oui, je voulais ajouter quelque chose là-dessus. En fait, moi, dès lors que j'ai été diagnostiquée, je suis suivie par une diabétique que je vois. Au départ, l'année dernière, je la voyais tous les 3 mois, justement, après chaque prise d'hémoglobine glyquée. Et quand elle a vu que j'arrivais à avoir une glycémie stable, elle m'a dit qu'on se voit tous les 6 mois. Mais jusqu'à présent, tous les 3 mois, je fais une prise pour savoir quel est mon niveau en termes d'hémoglobine glyquée. Donc en fait, je ne suis pas laissée en pâture à faire ce que je veux. Et j'ai bien conscience de ça parce qu'elle a pris le temps de me l'expliquer, que dès lors qu'on est diagnostiqué diabétique, on l'est. Si on arrive par soi-même naturellement à maîtriser, à avoir un équilibre au niveau de sa glycémie, c'est l'idéal. Mais je ne considère pas que je me suis soignée et que je peux revivre. Déjà, physiquement, je le ressens. Quand je mange sucré, je deviens fébrile. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe en moi. Je n'ai plus cette possibilité, comme quelqu'un qui n'a pas été diagnostiqué, de manger ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Mais je suis suivie. Et ça, vraiment, je tiens à le dire pour que quelqu'un ne se retrouve pas dans la situation où il a été diagnostiqué et qu'il pense qu'il y a des gens qui arrivent à gérer ça naturellement. Bon, je n'ai plus besoin de médecin, je n'ai plus besoin. Non, pas du tout. Et moi, j'y tiens parce qu'à un moment, ma diabétologue, elle me disait, bah, je vois que vous gérez ça très bien. Je lui ai dit non. Je préfère qu'on se voit. Elle m'a dit tous les 6 mois. J'ai dit, je préfère qu'on se voit tous les 6 mois. Et tous les 3 mois, je lui fais ma prise de sang qu'elle reçoit. S'il y a une alerte, elle me contacte. Si tout va bien, je n'ai pas de nouvelles d'elle. Donc, ça, c'est hyper important. Je veux juste pour que, effectivement, et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que sur le plan génétique, nous sommes tous différents. Je dis que maman peut gérer sa glycémie avec son régime et ne pas avoir besoin du traitement, même si le médecin prescrit. Quelqu'un d'autre, s'il fait pareil, il peut avoir des complications un peu plus tôt. Donc c'est pour ça que le suivi est important. Et puis il faut se dire que même si c'est un témoignage
que chacun sache que nous sommes, à la base, nous sommes génétiquement différents. Donc, le corps peut se comporter d'une façon ou d'une autre en fonction de qui nous sommes. Donc, c'est vraiment ce que je veux dire. L'hygiène devient importante, qu'on soit médité ou qu'on soit diabétique ou pas. Quelle que soit la situation, l'hygiène de vie est fondamentale. Docteur, je veux merci d'avoir d'être présent. Parce que... Oui. Pour toi. Nous vous remercions. Ma question se situe au niveau du taux. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu 6, 5, 1. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que avant, quand je me diagnostiquais au Cameroun, tantôt, quand j'avais fait un peu d'excès, c'était à 1. Merci pour la question, papa. En fait, il y a, pour le dépistage du diabète, il y a ce qu'on appelle la glycémie, ton taux de glucose dans le sang. C'est-à-dire ça se mesure ponctuellement. C'est-à-dire on reste là, on dit par exemple, ok, je prends la glycémie de tous ceux qui sont là. Je viens, je clique là, et puis la machine me donne la valeur. Ça, c'est ton taux de sucre à l'instant T. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée, c'est une évaluation, c'est toujours une prise de sang, mais qui permet, dont la valeur permet d'avoir une idée de la moyenne de toutes les glycémies sur 3 mois. Ça veut dire que si on reste là, on dit ok, je veux avoir une idée du taux de sucre dans le sang des 3 derniers mois de chaque personne ici. Donc ça permet d'avoir une idée. Et quand ce taux est élevé, on suppose donc que pendant ces 3 derniers mois, le taux de sucre ponctuel a été élevé pendant un certain temps, durant les 3 derniers mois. Donc c'est clair. Et là, quand on dit 1, on dit 1 gramme par litre. Mais l'hémoglobine glyquée ici, donc on passe, c'est en pourcentage. Comme je dis, c'est comme une sorte de moyenne. Et l'hémoglobine glyquée, ça doit être inférieur à 6 pour être... Inférieur à 6, de l'anglo-saxon, c'est inférieur à 5,7%. Donc, maman, merci de ta présence parce que pour moi, ça m'aide beaucoup. Chez moi, d'où je viens, quand tu poses des questions au médecin, il ne veut même pas beaucoup te répondre parce que pour lui, c'est l'argent. Dès que tu as mis ta carte, l'assurance passe ton argent. Il m'a mis sur un programme depuis, je vais un peu comprendre certaines choses, mais c'est un peu difficile. À quel moment on parle du type 1, type 2, type 2? À quel moment on parle du type 1, du type 2? Bon, le type 1, c'est le diabète vraiment des jeunes. Ça veut dire quoi? C'est que on a un organe dans l'organe, enfin on a un organe qui est là pour synthétiser une molécule qui est censée stabiliser notre glycémie. Mais cet organe-là est détruit pour une raison ou pour une autre. Et généralement, ça se voit chez les enfants. Donc, les enfants en pédiatrie, par exemple, ils ont le diabète de type 1. Donc, ils ne peuvent plus avoir, ils n'ont pas l'insuline. C'est pour ça que eux, leur traitement donne d'emblée l'insuline. On ne donne pas les médicaments parce qu'ils n'ont même pas cette insuline-là. Maintenant, le diabète de type 2, c'est celui qui est acquis. C'est-à-dire, peut-être dans la famille, il y a des antécédents de diabète, donc tu es sujet à faire le diabète, et puis tu as d'autres maladies comme d'autres éléments en fait qui favorisent la survenue du diabète. Donc le diabète de type 2, généralement, c'est un diabète acquis. Le diabète de type 1, c'est un diabète avec lequel on peut dire tu es né, c'est pas vraiment tu es né, mais il y a des cellules, enfin, ce qui est censé stabiliser ta glycémie n'est même pas du tout là. Alors que le diabète type 1, il est là, mais en faible quantité, on est obligé justement d'aider pour pouvoir maintenir la fonction. En type 2, ton pancréas en type 1, il ne fonctionne plus. Voilà. Oui, voilà. En français, facile. Non, il me dit que c'est aussi le diabète. Donc, comme il ne produit plus d'insuline en type 1, donc quand tu manges, tu dois t'injecter de l'insuline pour éliminer le sucre.
sont régulés. Donc, alors que quand tu es en type 2, Attends, il on faut la qu'il metformine digère pour d'abord. essayer de booster ton pancréas parce qu'il fonctionne encore, mais il fonctionne mal. Toi, tu es type quoi? 2. Oui, tu es type 2. Donc il est fainéant. Donc, tu n'es pas obligé de basculer en. Tu peux être type 2, c'est pas dit que tu vas basculer en type 1. Tu ne dois pas basculer. Tu ne peux même pas basculer Non, parce que mais c'est acquis. si à la longue le pancréas ne fonctionne pas, on bascule sur l'insuline. On passe sur l'insuline, mais tu n'es pas un type 1 en fait. C'est là qui t'a bloqué. Tu l'as fini. On ne boit plus la bière. On voit même pas, on voit pas. Ça va aller, ça va aller. Si jeune. Non, laisse tomber. Il n'y a pas d'âge. Alors, je vais essayer de te rassurer un peu. Wamba, que tu nous as présenté tout à l'heure, était diabétique. Je ne sais pas à quel âge on a diagnostiqué son diabète. Peut-être à 40-45 ans. Tu as vu le temps qu'il a vécu avec une médecine qui était moins avancée parce qu'il faisait attention à son diabète. Il avait les femmes. Voilà. Non, marie-toi. Merci là-bas. En plus, même mon petit frère qui est diabétique. Merci là-bas. Et sur ça encore, c'est encore AS. Donc c'est compliqué. Ça va aller. Ça veut dire que tu dois avoir une femme qui est AA. Toi, tu es à quoi? AS. Donc, quand tu dois répondre à combien de fois à poser? C'est pourquoi je suis marié, c'est pourquoi je suis marié. Ça n'a rien à voir. Commence pas. Voilà. J'ai d'excuses. J'ai d'excuses. Attends, tu as son AA. J'ai une question. C'est le S là-haut. Dans Ça, la c'est famille, non, c'est mon frère, ma mère était AA. C'est mon frère. Et c'est lui qui était sur diabétique, donc je prends tout de lui. Et parmi mes frères, c'est qui a tout pris de lui. Non, c'est pas l'héritage, on va donner l'héritage. Laisse-moi donner la maladie. Quel héritage? Non, regarde. Oui, le diabète, c'est un état. C'est un état. Ce n'est pas, c'est différent du VIH, c'est différent du cancer. Et comme quelqu'un a dit tout à l'heure, la médecine a vraiment évolué. Et toi, tu es, voilà, c'est ce que j'allais dire, tu vis en Europe, donc la qualité de vie des diabétiques est encore meilleure. C'est un état et il faut l'accepter et puis vivre normalement. C'est-à-dire, en fait, parfois, c'est quand on dépisse ce qu'on se rappelle. Tata a parlé tout à l'heure de comment on appelle ça? L'hygiène de vie. Voilà, l'hygiène de vie. Tout part de là. Ce n'est pas pour dire que tu avais une mauvaise hygiène de vie, comme ça que tu as le diabète. Non, c'est pour dire que ça nous rappelle juste que, quel que soit, qu'on soit malade, qu'on ait le diabète ou pas, l'hygiène de vie prime surtout. Parce qu'il y a d'autres maladies même qui sont favorisées par une mauvaise hygiène de vie. Maintenant, la drépanocytose, tu es AS, c'est même mieux. Parce qu'il y a d'autres qui découvrent qui sont SS plus tard. Et comme je dis, la médecine a encore évolué. Même les drépanocytés ici ont une meilleure qualité de vie en Europe qu'en Afrique. Non, c'est pour dire que sa progéniture, c'est-à-dire pour plus tard, l'idéal serait que son épouse soit pour pouvoir passer. Parce que s'il prend une AS, il y a toujours des 25% à chaque génération pour pouvoir Donnez alors. En profitant, chacun doit connaître son électrophorèse avant de s'engager. Il profite. Nous, on s'est engagé sans regarder. Les autres peuvent aussi faire ça.
Elle ne s'est même pas encore présentée. On sait pas qui elle est, elle sait pas qui elle est. Donc, nous, on s'est projeté sans regarder. Non, c'est Mambala. Donc, Mambala a fait la combine. On a dit que Mambala présente, elle a fait la combine. Elle a sauté les gens. Mais on peut recommencer. On va sauf que recommencer. Derrière toi. Je voulais juste demander parce que quand j'étais en terminale, là, j'ai fait le cours de sciences. C'était pour assurer. C'est eux qui ne font pas de palu. Oui, je suis jamais malade. Voilà. Donc, je suis un bon africain. Il ne veut jamais le palu. Tu entends? Oui. Il n'a jamais été perfusion, il n'a jamais fait la perfusion. Parce que tu n'aurais jamais de palu. Dis la typhoïde hier. Ah bon? Oui. Tu mets la chance que tu as. Voilà, il se plaint. Il te plaint. Parce qu'il y a beaucoup de AS chez nous. Oh, ah, c'est ça ou bien à Bastia? C'est ça. Oui, c'est ça pour ça, c'est vrai. Et ils sont mariés. Ils sont mariés. Sans même avoir fait des tests. Et ils ont même les enfants SS, mais ils savent. Ils savent même pas. Voilà. On dit qu'on a Joe. On dit qu'on a Joe. Alors que. D'autres qui viennent d'arriver. non, par contre, c'est les parents qui l'ont tué. C'est vrai parce qu'on n'a pas su avant de le mettre au monde. Ouais. Non, pas encore. L'enfant de. Ok. Il est AS. Il est AS. Il a des enfants. Sa femme a AA. Je ne veux pas continuer. Sa femme a AA. Mais cherche AA. Ne joue pas AA. Il y a très peu de chances de tomber sur les AS. Il y a très peu de chances. Donc forcément, le Congrès c'est bien, ça a réussi. Le Congrès ça a réussi, le Congrès a réussi. je mange, je prends. Donc maintenant vous connaissez la raison pour laquelle je ne suis pas marié depuis. Non. Comment? J'avais une femme, j'ai devais marier avec elle, elle était AS, on n'a pas pris le risque. Tu veux faire comment? Oui, par hasard. Ils sont en train de chercher. Cherche bien. Il faut faire comme ton grand-père. Il a plusieurs. Tu veux voilà plusieurs. C'est ça, j'ai tout, il faut avoir plusieurs. Voilà, voilà la promesse. Ça c'est vraiment, ça a trop duré. Il est temps. Donnez. Je sors de deux grandes familles. Ambassia et la Wamba. Ambas, c'est ça. Mais deux grands-pères avec minimum 16 femmes. Pas fou, pas. On se réunit Belgique, Allemagne. Celui qui avait les chaussettes roses là, il venait de l'Allemagne. Gars, c'est dit, on t'assassine ici. Oui, Belgique a une chaussette rose là, elle était fort Allemagne. How say you know? On joue une chaussette rose là, elle est Allemagne. Donc, papa m'a engolé. Papa t'es à l'eau. Bon, chers frères et sœurs, ce congrès a réussi. On a abordé des thématiques vraiment très importantes pour nous. Et on peut passer le message, les trous forest, la glycémie. C'est très important de rester en santé, l'hygiène de vie. Fichier S. Comme d'habitude, on va faire un break. Non, SS. Dans nos congrès, on fait le break et pendant le break, on fait la traditionnelle photo de famille. Donc, je vais vous inviter à se retrouver dehors pour qu'on puisse faire une photo de famille. Non, c'est le break. La pause. Et on profite de faire la photo de famille, comme d'habitude. Un président de congrès, tu es bon. Donnez-moi les femmes, donnez. Lait, tu n'as pas d'abord eu, tu commences à lait. J'en ai eu, elles sont parties. D'abord, tu donnais une. Pas les petites, pas les femmes. Hey! On m'a dit ça en combien?
Mon grand-père, c'est ça, a grandi combien? On parle de toi. Non, tu es pas un âge. Tu es dynamique? Elle n'est pas en âge de se marier, elle n'est pas le pour les autres. La fille là. Voilà, la fille là. Elle a 22 ans. Qui? Elle n'a pas encore Elle fait à manger. Elle fait à manger. Laquelle? C'est vrai en plus, hein. Parce que elle a le 22 quand même. Pardon, on se retrouve dehors. Pour la photo de famille. Elle en parle, on en parle tous. Elle est On y va ou on y va? Comment comme ça? Elle doit être sortie. Ici, les dormeuses. Les dormeuses. Certaines ont migré. Les assoyeuses sur les de dormeuses. l'extérieur. Les canapés. Hein? Non, non, non. Je suis en train de... Continue à faire la photo. Viens faire la photo. À faire les vidéos. Non, attendez, tu ne seras pas faire la photo. Que ton C'est bien ça. C'est ça, je vois que... Oui, j'étais sorti. Allô? Allô? Qui a accompagné maman? On a parti. Qui a accompagné? Allô? Qui a accompagné maman? Allô? Boris. Ça va déjà. Ah, je vais la prise, non, j'ai pas le chargeur. C'est comment ton... On ne connaît pas. C'est Samsung. On met à la poubelle. Ça, c'est Samsung. Ça, c'est les vieux trucs qu'on met à la poubelle. Non, c'est Samsung, c'est vrai. J'ai aussi, je dois venir avec le cerveau de chargeur. Je ne veux pas te emballer ça dans mon sac. Celle-là. Tiens, approchons. Approchons. Oh! Elle se rappelle que nous causons voter FLNK. C'est quand il m'a trouvé. Tout ça arrêté. Le dossier là. Non, tu vas arrêter. Je ne veux pas. Je veux filmer continuellement. Bon, ça va.
Donc j'ai filmé ta tête. Dis. C'est qui ça? Ça, c'est moi. Ah non? C'est pas ici. C'est pas toi. Ah oui, c'est très beau là-bas. Je n'avais pas vu.